Illustrons sur quelques exemples le mouvement des corps solides. Étudions par exemple une boule qui roule sans glisser sur le sol. Plaçons un système de coordonnées x vers la droite, z vertical vers le haut, une boule de centre de masse G qui a comme point de contact A avec le sol. Cette boule est bien entendu soumise au point mg vertical vers le bas et une force de contact perpendiculaire au sol. Cette boule roule en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et son équation du mouvement est ma égale F, donc masse fois l'accélération du centre de masse égale le poids mg plus la force perpendiculaire. Cette boule est animée d'une vitesse constante dans la direction x, donc son accélération est nulle, ce qui permet de déterminer que la force perpendiculaire du contact est simplement égale au poids. Essayons maintenant de déterminer ce que dit l'équation sur le moment angulaire. La dérivée du moment angulaire total par rapport à un point O est égale au moment des forces par rapport à ce point O. Nous avons vu que nous pouvons décomposer le moment angulaire total par rapport à un point O comme étant égal au moment angulaire du centre de masse par rapport à O, plus le moment angulaire par rapport au centre de masse. Le moment angulaire du centre de masse par rapport à O est simplement le vecteur OG, produit vectoriel par la masse totale fois la vitesse du centre de masse, et le moment angulaire par rapport du centre de masse est simplement I oméga dans la direction 1y. Pour calculer le moment angulaire du centre de masse, je vais décomposer le vecteur OG en OA, qui est le point de contact, plus AG. Mais OA est parallèle à la vitesse VG, donc le moment n'est simplement que AG produit vectoriel avec VG. Donc le moment angulaire total par rapport à O est simplement la masse fois le rayon de la bille fois la vitesse du centre de masse, plus le moment d'inertie I fois oméga, le tout dans la direction Y. Calculons le moment total des forces par rapport au point O. Je vais de O à G, je fais le produit vectoriel avec le poids, plus de O à A, produit vectoriel avec la force de contact perpendiculaire. OG peut se décomposer en OA plus AG. AG étant parallèle à petit g, il disparaît du produit vectoriel. Il me reste donc le moment des forces totales par rapport à O et OA, produit vectoriel avec mg plus F perpendiculaire. Mais comme mg plus F perpendiculaire fait 0, le moment total des forces par rapport à un point O est nul. Le moment total des forces étant nul, cela signifie que le moment angulaire total par rapport à un point O est une constante, ce qui veut dire que la masse fois le rayon fois la vitesse du centre de masse, plus le moment d'inertie fois oméga, est une constante. Rouler sans glisser est une terminologie qui dit que la vitesse de rotation oméga fois le rayon r est égale à la vitesse du centre de masse, ce qui signifie aussi que la vitesse du point de contact A par rapport au point O est nulle. Donc finalement, la vitesse du centre de masse est une constante et la vitesse angulaire oméga est une constante. Essayons maintenant le mouvement de cette boule qui roule, mais avec une force de frottement. La situation est donc identique que précédemment, avec en plus une force parallèle au point de contact A. L'équation de mouvement devient donc la masse fois l'accélération du centre de masse dans la direction x égale moins mg dans la direction z, plus une force perpendiculaire dans la direction z, moins f parallèle dans la direction x. On en déduit donc que la force perpendiculaire est égale à mg, ce qui signifie que la force de frottement est mu mg, et donc on trouve une accélération dans la direction x qui vaut moins mu g, qui est une constante. Donc la vitesse du centre de masse est égale à la vitesse initiale, moins mu g fois le temps t, et donc la position du centre de masse égale la vitesse initiale fois le temps, moins un demi mu g t carré. On calcule comme précédemment le moment angulaire par rapport au centre des coordonnées. On calcule ensuite le moment total des forces par rapport au centre des coordonnées et il est égal à 0. Ce qui signifie que la masse fois le rayon fois la vitesse de centre de masse plus le moment d'inertie fois la vitesse angulaire est une constante. On insère la valeur de la vitesse du centre de masse qui décroît et cela nous permet de déterminer que la vitesse angulaire de rotation augmente avec le temps. Je peux donc calculer aussi la vitesse du
point A par rapport au point G. Cette vitesse est oméga fois r. Et donc on a une vitesse du point A par rapport au G qui augmente linéairement avec le temps, alors que la vitesse du centre de masse diminue avec le temps. Je peux donc calculer maintenant la vitesse du point de contact A par rapport au centre du système des coordonnées O. C'est la vitesse de A par rapport au centre de masse, plus la vitesse du centre de masse par rapport à O. Il existe donc un instant grand T où la vitesse de ce point A par rapport à O est nulle. À ce moment-là, il n'y a plus, évidemment, de frottement dynamique. À partir de cet instant grand T, il n'y a plus de frottement dynamique et donc la vitesse du centre de masse reste constante. On peut déterminer cet instant grand T en annulant la vitesse du point A par rapport au point O et on trouve la vitesse finale de cette boule qui est 5/7 de la vitesse initiale. Un autre cas simple est le yo-yo. On a une masse sphérique qui est attachée par une corde et qui descend parce qu'elle est soumise à son poids mg et à une force de traction F verticale vers le haut. Le yo-yo descend en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais choisir un axe vertical vers le bas que je baptise X pour une fois, un axe vers la droite Z et l'axe Y qui tourne dans le sens de Z vers X. L'équation de mouvement nous dit que la masse fois l'accélération du centre de masse est égale à mg plus f. Comme il y a une seule direction qui nous intéresse, on a donc la masse fois l'accélération du centre de masse dans la direction x égale mg moins f. Calculons le moment total des forces. On va de O à A, produit vectoriel avec la force de traction F, plus le vecteur qui va de O à G, produit vectoriel avec le poids. F est parallèle à OA, donc le moment de la force F par rapport à O est nul. Pour le moment de la gravitation, je décompose OG en OA plus AG. Comme OA est parallèle à MG, le moment total des forces n'est rien d'autre que la masse fois G fois R dans la direction Y. Calculons maintenant le moment angulaire par rapport à O, c'est le moment angulaire du centre de masse, plus le moment angulaire par rapport au centre de masse. Et nous avons donc que le grand L total, c'est la masse fois le rayon fois la vitesse du centre de masse, plus I oméga et le tout dans la direction Y. Nous savons que la dérivée par rapport au temps du moment angulaire total est égale au moment des forces. Je dérive donc le moment angulaire total, j'obtiens m fois r fois l'accélération du centre de masse, plus i fois la dérivée de la vitesse angulaire. Et cela doit être égal à mgr. Mais comme l'accélération du centre de masse, c'est la masse fois g moins la force de traction, j'arrive à la conclusion que le moment d'inertie fois la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps est égal à la force de traction fois r. Faisons maintenant une hypothèse réaliste que le yo-yo ne glisse pas lorsqu'il est en train de tourner, ce qui veut dire que la vitesse du point de contact A est oméga r qui est égale à la vitesse du centre de masse, ce qui me permet alors de l'insérer dans l'équation de la vitesse angulaire et ce qui me permet de trouver l'accélération du centre de masse. J'ai donc la masse fois l'accélération du centre de masse et la force divisée par petit k. Petit k est le lien entre le moment d'inertie I et mr carré. I est égal à k fois m fois r au carré. Mais je sais que m fois l'accélération du centre de masse, c'est mg moins la force de traction, ce qui me permet de déterminer la force de traction que j'insère ensuite et pour trouver que l'accélération du centre de masse est petit g divisé par 1 plus k. Essayons de voir maintenant le comportement de glissement et de roulement d'un cylindre sur un plan incliné. J'ai donc un plan incliné, je place un système de coordonnées, un cylindre, il n'y a pas de frottement, donc l'objet tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et est soumis au poids qui s'exerce au centre de masse et à une force de contact perpendiculaire à ce plan. La masse fois l'accélération du centre de masse est donc égale à mg sinus θ, c'est le résultat classique, et la force de contact perpendiculaire est égale à mg cosinus θ. Calculons le moment total par rapport au point au centre des systèmes de coordonnées. Je vais donc de O à A, je fais le produit vectoriel avec la force perpendiculaire qui s'exerce en A, et j'ajoute le vecteur qui va de O à G, produit vectoriel avec le poids.
Je décompose le vecteur OG en OA dans la direction X plus R dans la direction Z. J'exprime le poids dans les coordonnées XY. Je fais le produit vectoriel de OG par MG. Et donc lorsque j'ajoute le tout, j'arrive à montrer que le moment total par rapport au point O est simplement MG fois R fois sinus θ dans la direction Y. Calculons maintenant le moment angulaire par rapport au point O, et je trouve que c'est la masse fois le rayon fois la vitesse de centre de masse, plus le moment d'inertie fois la vitesse angulaire, et le tout dans la direction Y. L'équation sur le moment angulaire nous dit que la dérivée par rapport au temps du moment angulaire est le moment total des forces. J'ai donc la masse fois le rayon fois l'accélération du centre de masse, plus le moment d'inertie fois la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps, égale mgr sinus θ. Je dis qu'il y a roulement sans glissement, donc oméga r vaut la vitesse du centre de masse. J'insère ça dans l'équation du moment angulaire, ce qui me permet de déterminer l'accélération du centre de masse, qui est égale à 1 sur 1 plus k fois petit g fois le sinus θ. La constante petit k est le lien entre le moment d'inertie et la masse fois le rayon au carré. Pour un cylindre plein, k vaut 1,5 et donc l'accélération est 2 tiers de g sinus θ. Pour un cylindre creux, k est égal à 1 et l'accélération est plus petite, elle vaut 1,5 g sinus θ. En fait, il y a une faute dans la résolution de cet exercice, parce que si l'on regarde la masse fois l'accélération du centre de masse, on a mg sinus θ. Et donc lorsqu'on injecte dans la loi sur le moment angulaire, on arrive à la conclusion que la dérivée de oméga par rapport au temps doit être nulle, donc oméga doit être une constante, donc la vitesse du centre de masse doit être une constante, donc l'accélération doit être nulle, donc il y a une erreur. L'erreur est d'avoir oublié des forces de frottement. Cette force de frottement n'intervient que dans l'équation du mouvement du centre de masse, parce que, étant donné que le vecteur de O à A est parallèle à F parallèle, il n'y a pas de contribution dans le moment. Comme il y a roulement sans glissement, la vitesse du point de contact est nulle, il s'agit donc d'un frottement statique. Je peux déterminer cette force parallèle dans l'équation du mouvement et déterminer que cette force parallèle doit être plus petit que le coefficient de mu statique fois la force perpendiculaire, ce qui me donne une contrainte sur la tangente de l'angle qui autorise une rotation sans glissement. Le petit film qui suit montre expérimentalement la rotation de deux cylindres, le plein et le creux, avec même masse pour les deux cylindres. Le dernier exemple consiste à déterminer à partir de quelle hauteur, lorsqu'on pousse une canette sur une table, cette canette va basculer. La canette, bien sûr, est soumise à son poids qui s'exerce au centre de masse, à une force de contact perpendiculaire et à une force de frottement parallèle. Il est très important de remarquer que la force de contact et la force de frottement parallèle s'exercent en un point qui n'est pas aligné en dessous du centre de masse, parce que sinon la canette bascule toujours, ce qui n'est pas le cas. Donc nous laissons une distance inconnue entre le point d'application de la force perpendiculaire et de la force parallèle et le centre de gravité. Prenons la situation simple où la vitesse du centre de masse est constante, c'est-à-dire où l'accélération de cet objet est nulle. Je place un système de coordonnées et comme l'accélération est nulle, je trouve tout de suite que la force avec laquelle je pousse la canette doit être égale à la force de frottement et que le poids doit être égal à la force perpendiculaire. Je vais donc calculer le moment de toutes les forces. La force grand F agit à une hauteur petit h, donc le moment est grand F petit h dans la direction Y. Le poids agit à une distance grand L du centre des coordonnées, et donc le moment du poids c'est grand L mg dans la direction Y. Et le moment de la force perpendiculaire par rapport à O est cette fois-ci agit à une distance grand D du centre de coordonnées, et donc le moment de cette force est moins grand D F perpendiculaire dans la direction Y. La force de frottement étant parallèle, il n'y a pas de moment de cette force. L'objet ne tourne pas, donc le moment total doit être 0, ce qui nous permet d'écrire que la force grand F fois petit h plus Lmg doit être égale à D, force perpendiculaire.
Cela permet de déterminer la hauteur petit h à laquelle s'exerce la force grand F pour que ce soit possible. Petit h égale à grand D moins grand L divisé par le coefficient de frottement dynamique. Grand D moins grand L est égal à petit d, la distance qui sépare le centre de masse du point d'application de la force de frottement et de la force de contact. Mais la distance petit d qui sépare le centre de masse des points d'application de la force perpendiculaire et de la force parallèle ne peut évidemment pas dépasser la largeur de la canette. En conséquence, il y a une hauteur maximale où ce mouvement est possible, c'est-à-dire si vous poussez trop haut la canette, elle va se mettre à pivoter plutôt que de glisser à vitesse constante.